et messieurs, bonjour. Vous nous recevez depuis le quartier Louis, où l'organisation patronale des médias organise la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai 2025. Monsieur le représentant du président de la haute autorité de la communication, monsieur le président de la plateforme témoin de l'histoire, mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs, l'entrée du Gabon dans la nouvelle République a inspiré l'organisation patronale des médias à tenir une journée de réflexion sur l'avenir de la presse gabonaise. C'est une rencontre qui a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique de l'écosystème médiatique gabonais, tout brouillé ces dernières années par des pratiques souvent aux antipodes de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. Les participants de ce conclave vont réfléchir sur comment mieux enrichir et adapter le prochain cadre juridique et institutionnel du secteur avec un code de la communication en phase avec la nouvelle constitution gabonaise. Sur le plan purement professionnel, la rencontre de 7 jours devrait aborder les questions de formation des professionnels des médias, car il est impensable qu'un pays comme le Gabon, classé aujourd'hui à la 40e place sur 180 pays à travers le monde, dans le classement mondial de Reporters sans frontières, soit dépourvu d'une école ou des centres de formation des métiers de la presse. Les participants doivent proposer des solutions à cette carence. Bien sûr, la question économique des médias ne sera pas en reste. Nous devons également réfléchir sur le modèle économique des médias. En effet, depuis quelques années, le modèle économique classique des médias basé sur la vente au numéro et la vente des espaces publicitaires s'est érodé avec les dictats des réseaux sociaux. Pour preuve, les journaux sont distribués gratuitement dans les forums WhatsApp, la presse en ligne est lue gratuitement sur le net. Les radios et les télévisions sont suivies aussi gratuitement dans les mêmes réseaux sociaux. C'est le coût gratuit des médias. Bien évidemment, cette situation ne peut permettre à notre secteur de répondre aux défis économiques du moment. Nous devons donc trouver des voies et moyens pour éviter le chaos. La solution peut être trouvée chez les fournisseurs d'Internet qui gagnent beaucoup d'argent à travers l'achat des forfaits de leur bien. C'est une piste à explorer. Mesdames et messieurs, comme les confrères du continent qui s'étaient réunis à New York en Namibie en 1991 et qui ont réussi à obtenir des Nations Unies la proclamation de la Journée mondiale de la liberté de la presse, effective depuis 1993, comme d'autres confrères gabonais qui avaient organisé en l'an 2000 au bureau de la francophonie de Libreville une journée de réflexion sur la presse écrite et qui ont obtenu des autorités du pays à l'issue de ces assises la subvention à la presse écrite. Nous sommes convaincus que seuls les professionnels des médias peuvent eux-mêmes trouver des solutions pour améliorer
bons gouvernants, de notre point de vue, ont toujours besoin de bonnes idées pour faire avancer le pays. Et nous sommes persuadés que les gouvernements de la 5e République seront animés par cet esprit pour un véritable essor vers la félicité. Je vous remercie. Nous remercions le président de l'OPA, Jean-Claude Toutou. Nous sommes bienvenus. Après cette allocution du président de l'OPA, Jean-Claude Toutou, nous allons passer à la première conférence inaugural, axé sur la place de la presse gabonaise dans la 5e République, animée par Yacine Bagodo, journaliste, son conférencier. Et on passe. Bonjour. Bonjour, je peux respectueux vers le fond de la salle là-bas parce que je vois quelqu'un qui m'a attaché à sa ceinture pour que je devienne journaliste. Paul, bonjour. Merci pour ça. Il m'a vraiment attaché à sa ceinture. J'ai été étonné et honoré de recevoir l'invitation à faire cette présentation aujourd'hui, cette présentation sur la place de la presse gabonaise dans la 5e République. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le plus qualifié pour en parler, déjà. Je n'ai pas la prétention de vous dire aujourd'hui que je vous apprends des choses. Nous allons parler des choses que nous connaissons tous. Et cette conférence est plutôt une co-conférence que nous allons animer tous. Étant entendu que les contributions des uns et des autres vont enrichir ce que nous avons comme objectif, à savoir définir la place de la presse gabonaise dans la 5e République. Pour autant, il nous faudra nous souvenir de là où on vient. Ce petit rappel va être important pour savoir jusqu'où on peut aller et où nous devons aller. Nous tous, le 30 août 2023, nous avons vécu une situation de fait que tout le monde souhaitait, mais à laquelle on ne s'attendait pas à ce moment précis. On s'est tous réveillés avec les militaires qui déclaraient encore mis fin au régime en place, qui annonçait une transition de 2 ans pour qu'on remette les choses à plat et qu'on remette le pouvoir au civil. Alors, ce programme de 2 ans que je vais vraiment caricaturer a été respecté de manière assez spectaculaire d'ailleurs, parce que dans une première phase, on a appelé les Gabonais à décrire ce qu'ils estiment être leur république pour l'avenir. Ils ont participé à l'élaboration et à la rédaction de la Constitution, qu'ils ont par la suite adopté massivement en référendum. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase a été l'élection du président de la République. Elle a eu lieu. Et nous avons tous connu des résultats et des scores que les uns et les autres ont engrangés, mais le fait est que le président de la République est élu et depuis 2 jours, il est en fonction, il a prêté serment. Cela dit, il reste maintenant dans la restauration des institutions annoncées par le comité pour la transition et le comité de transition pour la restauration des institutions. C'est comme ça que ça s'appelle. Par le CDI, il reste maintenant à mettre en place les autres institutions. On nous annonce que les locales et les législatives auront lieu en septembre. On nous annonce par la
Cinquième République. Cette Cinquième République à laquelle la presse est appelée à donner une coloration, à donner une vie. Et c'est pour ça qu'il me semble important de nous poser la question, quelle est la place que nous avons déjà occupée pendant le temps qui a prévalu la cassure de l'Ancien Régime à l'instauration de la Cinquième République. Nous avons eu, par exemple, surtout à évaluer les périodes électorales qui sont un moment fort d'animation de la presse dans une vie démocratique d'un pays. La presse a joué un rôle pendant ces élections. Ce rôle est encadré par la haute autorité de la communication qui donne le libre accès des candidats aux médias publics et qui donne à chacun le même temps de parole dans une demi-dizaine de productions. Ça, c'est le rôle qui est institutionnel. C'est le gouvernement et la haute autorité de la communication qui définissent ce cadre. Ce cadre-là a été globalement respecté. Mais nous sommes encore restés dans les travers de l'ancien régime en oubliant que même si l'expression directe existe à côté du journal télévisé, même s'il y a le débat à côté du journal télévisé, on peut équilibrer, on peut valablement répartir le temps de parole dans ces deux positions. Mais ce qui est important pour l'auditeur, pour le téléspectateur, c'est la charge d'information qu'il reçoit dans la journée. Et c'est cette charge-là qui devrait être beaucoup plus équilibrée. Je l'explique. Quand on est devant son téléviseur le soir, on a de 20h à 23h des émissions spéciales, des tableaux spéciaux, le journal télévisé, le débat. Si dans le journal, l'équilibre n'est pas respecté, qu'on monte trois reportages pour un candidat et un pour un autre, on n'a pas respecté l'équilibre. Même si cet équilibre va être respecté par ailleurs dans le débat. Simplement parce que dans la charge globale, le téléspectateur a plus reçu des informations d'un côté que de l'autre. Donc, on a encore vu que cette logique qui était celle de l'ancien régime est restée. Moi, je trouve que c'est un peu grave. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Parce que pour une presse joue parfaitement son rôle dans un régime démocratique, il faut déjà qu'elle sache quel est ce rôle. Quel est ce rôle qu'elle doit jouer. Alors, définissons déjà la démocratie. C'est quoi cette enseigne démocratie, on coupe le mot en deux. Et on se retrouve chez les Grecs qui nous disent que la démocratie c'est démos, dans un côté le peuple, et Platon c'est le règne du peuple. La démocratie est donc, comme on dit, le gouvernement du peuple par le peuple du peuple. Ces mots ont été prononcés pour la première fois par Abraham Lincoln. Donc il y a une suprématie qui est celle du peuple. C'est le peuple qui exerce son pouvoir. Mais il ne peut pas l'exercer en tant que tel. Vous imaginez que si nous sommes à 2 millions de Gabonais à vouloir faire le budget de l'État avec des priorités à définir,
Parce que pendant que je serai en train de me battre pour que l'école d'Alain ait 3 morceaux de pain de plus, celui qui se trouve à mon église me dira une fois que ne sont pas une priorité, parce que moi j'ai mon point à construire. On va passer 10 ans à discuter sans jamais mettre un seul petit point sur un seul petit projet. C'est pour ça que la démocratie veut que nous prenions tous, chacun, notre capacité d'agir, notre pouvoir d'agir pour le déléguer et le confier à des personnes qui vont agir en nos lieux et places par le système de l'élection. C'est ça qui consacre le régime démocratique. Or, moi, quand je donne mon pouvoir à Paul Baviga pour qu'il agisse à ma place, il naît chez moi automatiquement un droit de savoir. J'ai le droit de savoir comment il utilise mon pouvoir. J'ai le droit de savoir à quoi il sert mon pouvoir. En revanche, il se fait chez Paul une obligation de rendre compte de ce qu'il fait du pouvoir que je lui donne. C'est ça la règle démocratique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette relation horizontale qui fait d'un mandat l'autre un mandataire, avec compte rendu livre de savoir, est quelquefois pervertie, et même très souvent pervertie. C'est-à-dire une relation de verticalité désormais entre les élus et les électeurs. Quand je suis député, je n'ai plus rien à voir à faire avec ces gens-là. Je suis à l'Assemblée nationale avec mon costume. J'ai même prime de session, j'ai même prime de souveraineté, et je n'ai plus tellement de compte à rendre. Vous êtes tous des Gabonais comme moi, je crois que, objectivement, personne ici ne peut me citer un seul nom député qui ait parlé et expliqué à ses électeurs pourquoi on a dépénalisé l'homosexualité. Aucun député n'en a parlé. Pourtant, sous le mandat des populations, ils ont voté ici. Donc, à côté de ce droit de savoir, naît pour les Nations Unies un droit qu'ils ont appelé la résolution 59 des Nations Unies de 1949, qui permet à chaque individu de recueillir des informations, de les publier et de les partager sans contrainte et sans menace. À côté de ce droit est né un droit humain, qui est la libre expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, quand nous sommes ici, nous avons la capacité de recueillir des informations à l'Assemblée nationale et de les balancer dans la population sans que nous soyons inquiétés. Tant mieux maintenant si il y a des gens qui sont formés, qui sont affectés spécialement à cette tâche de nous informer. C'est ça le rôle du journaliste dans une démocratie. C'est comme ça que naît la presse. Alors il faut, pour que cette presse agisse dans ce sens démocratique, qu'elle soit libre. C'est quoi une presse libre? Dans ce contexte, il faut revenir à la journée que nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est instaurée par l'organisme non gouvernemental, je vais y arriver, Reporters sans frontières, sur la base de critères. Le premier critère, c'est dans un pays, la presse est libre si elle ne subit aucune pression politique. Les pressions politiques, c'est les intimidations.
est-ce que l'accès au secteur de la presse est suffisamment ouvert pour que les gens puissent payer les journaux? Est-ce que la presse a les coups des franges pour exister? Et cette journée mondiale de la liberté de la presse tombe au bon moment parce que c'est une coïncidence heureuse pour nous. Nous rentrons dans la 5e République au moment où nous enregistrons un bond formidable dans le classement mondial de la liberté de la presse. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est voulu comme ça? Je pense que nous devons plutôt saisir la balle au bond pour dire on a fait un bond de 48 places, c'est très bien. Nous sommes 4e africain derrière l'Afrique du Sud de la Namibie, Cap-Vert, c'est très bien. Nous sommes sur le classement mondial devant les États-Unis, c'est très bien. Nous sommes à 6 points de la France, qui est une référence mondiale pour la liberté de la presse, c'est bien. Nous sommes à 8 du Canada, c'est encore mieux. Mais est-ce qu'on va s'asseoir dessus pour dire on est bien placé? Est-ce qu'on va se contenter de ce classement pour dire on est bien? On veut changer le paradigme de notre vie. Je crois qu'il faut être un petit peu ambitieux. Il faut dire nous sommes bien placés en Afrique, on est 4e, pourquoi on ne serait pas premier? Pourquoi on est 41e mondial aujourd'hui? Pourquoi on ne serait pas dans 2 ans encore 41 places, moins 41, ça fait 0 place, ça fait 2 places, ça fait 1 place. Pourquoi pas? Il faudra donc que nous améliorons notre classement. Et notre classement, il va être amélioré en fonction de beaucoup de choses qu'il faudra encore revoir. Ce qu'il y a aujourd'hui, il faut le dire, c'est le cadre institutionnel. Les lois sont suffisamment bonnes pour que la presse évolue. Le cadre légal est bon, même s'il y a des choses qu'il faut toucher. Ce qui est formidable aujourd'hui, et ce n'est pas au patron de presse que je vais l'apprendre, c'est la mutation extraordinaire qu'a subi la PAC depuis 2 ans. On est parti du père Fouettard, que vous avez appelé la H, à une institution qui est beaucoup plus pédagogique. Elle interpelle, elle ne dicte, elle ne suspend plus, elle n'arrache plus. Je crois que cette tendance, il faut la conserver et même l'améliorer dans le sens où il y a une vraie complicité entre la PAC et les journaux, entre la PAC et les organes de presse. Ce qu'il y a de bien, c'est la subvention de l'État. Oui, elle existe. Elle est mise en place pour encourager la presse. Cette subvention, elle divise, c'est vrai, mais elle a le mérite d'exister. Dans le monde de la presse directement concerné par notre journée, c'est vrai qu'il y a eu le pluralisme de la presse. Il y a beaucoup de journaux. Il n'y a pas d'entrave économique particulière pour que le journal se mette en puisse paraître. Il y a une absence de monopole. Personne ne peut dire aujourd'hui que tel groupe de journal est détenu par telle entreprise, par tel ministère, par tous les journaux paraissent avec des propriétaires différents. Simplement, et c'est là où il faudra qu'on revoie les choses, je ne suis pas sûr que le monopole de la distribution qui est détenu par la Presse soit un facteur
l'émulation de la presse. Je ne suis pas sûr que le patron de presse qui ne sait pas combien il a imprimé, qui ne sait pas combien il a vendu et à qui on tend un fichier pour dépendre derrière la notion, c'est quelque chose sans possibilité de vérifier. Je ne sais pas si c'est motivant pour la presse. À mon avis, c'est même un peu liberticide quelque part. Alors, je crois que si Jean-Yves et ses collègues locaux ont choisi de me donner cet aspect de notre réflexion, c'est parce qu'ils savent que je peux aussi dire des choses brutalement sans avoir peur de les savoir. Et là, on va voir ce qui va moins bien. Ce qui va moins bien et qui est encore enfin la liberté de la presse chez nous, c'est premièrement, monsieur le représentant de la PAC, la position des médias du public. La position des médias du public, je veux dire, les médias du public servent encore trop l'organe de propagande et je veux même dire l'agence de communication du gouvernement. Ça, c'est un frein. Pourquoi je le dis? Parce que un média, par définition, est mis en place pour informer. Et chaque fois qu'on aura des audiences à l'ouverture du journal de 20h, voir le ministre recevoir son directeur dans un bureau, est-ce que ce n'est pas son travail le plus normal? Pourquoi on va montrer ça à la télévision? Les journalistes savent que ce n'est pas l'audience qui est important. Qu'est-ce qui s'est dit à l'audience des fois, on le sait même. Donc, ce qui intéresse aujourd'hui, c'est montrer que le ministre, le Premier ministre, le président de la République est assis dans son bureau et il reçoit des gens. Or, le travail premier du président de la République, ce n'est pas recevoir des gens. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que désormais, et cette pratique s'est instaurée, chaque ministère a son unité de production des reportages dans ses lieux. Presse présidentielle, presse de la thématique, presse du ministère de la communication. Mais enfin, est-ce que ça sert à faire de l'autopromotion ou à informer? Si c'est pour montrer que le jour où le ministre travaille, tout le monde sait que le ministre travaille. Maintenant, aller installer carrément une unité de production dans le bureau du ministre qui amène la cassette à la RTG pour dire diffuser, ça ne devient pas de l'information, ça devient de l'autopromotion. J'ai même failli être ainsi avec la dame, j'aurais dit avant qu'il se termine par Sion quelque part. Bon, voilà donc cet aspect-là, vraiment, c'est mon point de vue, il faut qu'on le corrige. L'autre point, j'adresse encore aux représentants de la HAC, l'autre point, c'est le code de la communication qui n'est pas bon. Je respecte encore les dames, je dis ça, il n'est pas bon sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la définition du journaliste. Dans le code de la communication, il suffit de savoir lire, de savoir écrire, de s'asseoir dans une salle de rédaction et de lire la production de ces papiers, et on est journaliste. En fait, on est journaliste si on sait lire et écrire. À peu près ce qu'on nous demanderait de faire plus sérieux. Je ne sais pas ce qui a motivé ce changement. Parce que l'article
est-ce que tu parles bien à la radio? C'est très bien, c'est très bien. Et lui, il disait, va à l'école. Va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour faire un mauvais procès aux gens qui n'ont pas été à l'école. Mais c'est pour leur dire que quand on va à l'école, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ce code de la communication, il faut qu'il redéfinisse la notion de journaliste chez nous. Comme ça, on saura que pour être journaliste, il y a des étapes à franchir. C'est vrai que l'empirisme est dit, c'est vrai que. Mais cette notion s'explique en fait par un copier-coller qu'on a fait. Vous savez, dans les rédactions en France, le code de la communication est permis. On peut prendre quelqu'un qui n'est pas diplômé de journalisme pour venir s'asseoir dans une salle de rédaction, apprendre les techniques de rédaction et au bout d'un temps, lui donner la carte de presse. Et il faut que cet homme soit déjà outillé sur un domaine bien précis. Il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit informaticien, il faut qu'il soit même technicien de surface, mais qualifié. Ce qui fait que cette qualification, il va l'apporter à la confection des articles. Il ne découvre pas la rédaction. Donc on a copié, on a collé, et on s'est dit, tant mieux, on a fait un mot pour de la communication. Et le résultat, dans la deuxième faiblesse de notre code de la communication, c'est la dépénalisation de la presse. Vraiment, je suis de ceux qui pensent que le nouveau code de la communication au Gabon a créé une caste de Gabonais qui ont la licence d'insulter, de diffamer, de tout dire sur les compatriotes, mais qui ne seront jamais inquiétés. Pourquoi je dis? Parce que nous avons institué un système qui fait en sorte que quand quelqu'un se sent diffamé par un article de presse, s'il ne va plus dans une juridiction, il va à la Hague. La Hague n'est pas une juridiction pour sanctionner le fautif et ordonner des réparations à celui qui a été lésé. La Hague est un organe qui ne peut administrer que les sanctions administratives. Il n'y a aucune possibilité de réparation des. Et quand on regarde les autres codes de la communication des autres pays, cette capacité d'apprécier pénalement la notion de diffamation ne leur a pas été retirée. Le procureur de la République de ce pays reste toujours en capacité de condamner quelqu'un. Mais il est vrai que le journaliste n'ira pas en prison. C'est dépénalisé simplement pour éviter les récidives. On leur inflige des amendes pour réparer, on inflige des dommages et intérêts. Voilà ce qu'il y a. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le journaliste peut se permettre de diffamer. On l'amènera devant le procureur, il va se mettre les mains dans les poches pratiquement en arrêtant celui qui a diffamé en lui disant allez vous plaindre à la HAC, et la HAC va dire le droit de réponse, et le droit de réponse n'est pas une compensation. Le droit de réponse est même érigé au Gabon en un style rédactionnel. Ça veut dire que le type, il vous diffame, vous payez, faites un droit de réponse. Et ça, c'est limite à ça. Ce n'est ni juste, ni admissible. On ne peut pas être devenu, et moi, le journaliste, je suis le premier à le reconnaître, je ne peux pas rentrer dans une caste où les gens ont un privilège que les autres Gabonais n'ont pas. Le privilège de diffamer n'est pas un privilège. Ce n'est pas un
ce qui va bien et moins bien du côté des institutions. J'ai été un peu dur avec la HAC. Maintenant, on va se regarder un peu les yeux dans les yeux avec mes collègues, les journalistes. Mais sur les patrons de presse, il y a. Et si nous devons être extrêmement dans la 5e République, il y a des choses que nous devons abandonner, tous. Arrêtons par exemple de ne pas respecter la loi sur la création des organes de presse. Quand on est des gens qui se veulent des phares d'une société, on commence par en respecter les noms. Je ne vais pas citer les noms. Mais je connais des journaux au Gabon dont le siège se trouve dans l'ordinateur. L'ordinateur se balade dans la vie. C'est inadmissible. Le gars est en même temps propriétaire, rédacteur en chef, chroniqueur, analyste, il fait des analyses. C'est lui. Et il a un journal. Est-ce qu'on peut faire ça dans la sécurité? On reconnaît tous les services. Il y a des gens qui n'ont pas d'adresse. Il y a des gens qui ont un code de commerce, le code de commerce qui est dans le sac. L'autre faiblesse, et je vais encore revenir, on appelle au secours aux autorités, notamment le ministère de la PAC. Vous savez, à l'expérience, aucun journal ne vit de ses recettes, ne vit de des ventes dans la rue. Même pas dans les pays européens, vivent pas de ça. C'est du papier gaspillé. Les journaux vivent de publicité de l'ordre. Ça là, nous sommes dans un pays avec deux tares. La première, nous l'avons hérité de notre culture. Nous sommes dans un pays où les gens ne lisent pas. Donc, demander aux journaux dans un pays de lecture très faible d'être prospère parce que les gens vont acheter les bureaux dans la rue, ça me semble un peu impossible. La deuxième tare est que les journaux vivent de publicité. Or, nous sortons d'un système où, à part l'Union, à part Gabon Matin papier, tous les autres journaux étaient des journaux d'opposition. On les appelait des journaux d'opposition. C'est-à-dire qu'ils s'opposent au pouvoir en place. Or, le pouvoir, c'est lui qui donne les habilitations, les agréments, qui donne les facilités d'exercice. Qui, chef d'entreprise, qui s'appelle Total, qui s'appelle Secado, va mettre sa publicité dans un journal d'opposition. Donc il faudra que la HAC et les ministères assainissent un peu ce milieu, rétablissent la confiance entre les organes de presse et les annonceurs pour que, plutôt que d'attendre que les ventes soient rentables aux journaux, ce qui est possible, mais que les journaux disposent d'un coussin financier assez bon pour pouvoir vivre la publicité. Mais par les abonnements, pourquoi pas? Et par les abonnements. Mais dès qu'on aura mis la publicité et les abonnements, il va s'instaurer naturellement dans un monde concurrentiel un choix. Le choix des lecteurs qui ne pourra venir de la qualité de ce qu'ils vont trouver dans les journaux. Et les journaux, pour avoir de la qualité, doivent faire un effort de formation. D'abord, c'est une obligation qui est dans le code du travail du Gabon. Chaque entreprise a l'obligation de former ses agents. Maintenant, on repart vers le serpent qui se mord la queue. La formation a un coût. Est-ce
que les journaux qui se vendent mal peuvent faire des formations, former leurs agents. C'est le sujet sur lequel il vous faudra réfléchir ensemble et surtout prospecter vers non pas l'individualisme auquel on assiste aujourd'hui, mais la constitution de groupes. Les groupes de presse. Vous faites un rassemblement de 4-5 journaux. Vous-même, vous n'en êtes pas les gérants. Vous nommez un directeur général qui est formé pour cette tâche, avec un directeur administratif et financier qui va se charger de vos sous et de la gestion de vos personnels. Vous-même, vous vous détachez parce que votre sentiment d'appartenance, votre petit bébé, vous voilera les yeux quand il faudra être objectif et trancher dans le vif. Donc détachez-vous avec la Constitution, les bons et blancs. Je vais terminer, j'ai été long, je vais terminer dans les questions par ce qu'il faut aussi assainir dans vos rédactions, c'est le rapport à l'argent de vos agents. La presse se retire. Je vous avoue que c'est une expression qui est embêtante. Je connais des journaux qui demandent à leurs agents de s'auto-payer et de se trouver un salaire dans le reportage. C'est inadmissible. Si on veut aller à la 5e République, c'est la première pratique qu'il faudra laisser tomber. Parce qu'un promoteur qui donne de l'argent à un journaliste en attend quelque chose. En tout cas, pas l'objectif. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je peux dire sur le sujet qui m'a été confié. Je répète, et c'est important qu'aller dans la 5e République, ça nous demande de nous dépasser un peu plus pour être meilleurs que nous étions hier. On était déjà les 4e meilleurs Africains hier. Il faut qu'on continue à grimper, à nous écorcher les mains pour qu'on soit encore meilleurs demain, étant entendu que la 5e République n'est pas la seule affaire des politiques. La 5e République, c'est une galère romaine dans laquelle chacun de nous est assis devant une rame pour pousser le bateau vers l'avant. Je vous remercie.